Salut tout le monde, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Naja Kassi, je travaille au CCPD pour le côté éducation à la public et engagement communautaire. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de vous présenter dans le clavardage de où vous venez, vos noms et aussi peut-être savoir si c'est votre première fois à un événement de CCPD. Et moi, je vais parler un petit peu en français juste maintenant pour tout le monde qui est là pour écouter en français. Si vous ne comprenez pas, c'est correct. Bonjour tout le monde. Si vous parlez seulement français, on a l'interprétation simultanée offerte. Vous pouvez regarder dans le bas de votre écran, il y a l'option interprétation. Vous avez juste à cliquer dessus, puis vous allez pouvoir avoir accès à l'interprétation en français. Et pour tous les autres personnes ici, sentez-vous à l'aise de mettre vos commentaires dans le chat. Vous pouvez avoir des conversations entre vous, là. Et aussi, si vous avez des questions en particulier, on a une boîte comme questions-réponses. Et les dernières 15 minutes pour la présentation, on va avoir une période de questions-réponses. Alors, s'il vous plaît, rajoutez vos questions dans la section Q&A. Mais si vous savez pas quoi exactement poser, prenez votre temps, écoutez le panel et puis on peut même voter sur les questions que d'autres personnes ont posées. Et puis vous pouvez voter sur des questions que vous aimeriez que les panélistes prennent un moment pour répondre. On ne risque pas avoir le temps de répondre à toutes les questions posées, mais on va poser les questions à la fin, les questions qui sont comme les plus populaires par les votes reçus. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais inviter mes collègues Bita Sanjani et Shane Calder de nous parler du projet. Après, je vais présenter nos panélistes et on va commencer la discussion. Alors, Shane ou Bita, c'est à vous. Salut tout le monde. Il y a beaucoup de personnes ici et je vais dire que je suis un peu nerveuse, je suis un petit peu, mais je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre nos panélistes. Alors, on a rencontré avec Nanaimo et Nelson, ces deux communautés en présentiel. Ce projet, c'était vraiment basé sur Zoom, en virtuel, pour nous. Nous, on voyageait pas à chacun de ces communautés. Il y avait certaines communautés qui se sont rencontrées entre eux et puis on rejoignait virtuellement par Zoom. Avec cette situation, on avait vraiment des personnes présentes dans chaque dialogue. Alors, toutes les personnes, même des groupes autochtones. Et dans les recommandations, c'était clair pour nous et réitéré plusieurs fois que c'est le guerre sur les drogues, the war on drugs, c'est un projet colonial qui continue à ce système colonialiste sur les communautés autochtones. Alors, je veux pas répéter qu'est-ce que nous connaissez déjà avec le peuple autochtone et tous les impacts sur l'approvisionnement des drogues toxiques. Je veux vraiment nommer très clairement l'appréciation et la gratitude que j'ai pour les organisations autochtones et les groupes de réduction de méfaits qui travaillent pour sauver les vies et pousser pour les changements politiques pour nous toutes et tous. Et on a beaucoup d'admiration. On est fiers de ce travail. Grâce à vous, on est ici aujourd'hui. Et là, je vais passer la parole à Bita et on va faire les allers-retours de tous les éléments qu'on peut retirer de notre projet de recherche. Bita, à vous. Merci, Shane. Bonjour tout le monde. Ça fait du bien d'être ici avec vous. Nous sommes ici pour lancer cette chose. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai hâte que vous voyez notre rapport. Juste pour vous sachiez, ayez pas peur, c'est un peu long, mais on espère que ça va aider avec la défense de droit et plaidoyer que vous faites localement. On veut recevoir vos retours. Alors, sur le projet, ça fait 3 ans qu'on travaille pour rejoindre les communautés à travers le pays. Et beaucoup, c'était pendant la pandémie. La majorité, c'était les rencontres virtuelles, mais on a fait 2 en présentiel. Je vais nommer les villes, et les provinces et territoires où on a pu
tenir les discussions et dialogues avec différents cibles et idées. Alors, merci beaucoup à tous nos partenaires communautaires dans tous ces différentes communautés. Ça, c'était vraiment grâce à vous que ce projet est un succès. Merci d'avoir pris le temps de faire ce travail. Vous n'étiez pas obligés. On veut remercier Nelson, Ottawa, Winnipeg, Gatineau, Barrie, Hamilton. Et ça, c'est dans les villes où on a fait des sessions de dialogue. Pour les provinces et territoires, nous avons pu faire Nouvelle, Nouveau-Brunswick, Montréal. Oh, j'ai oublié, Montréal, c'est une ville qu'on a visité. Puis, New-Brunswick, Yukon et Manitoba. Et à Nanaimo, c'était un de nos groupes basés dans une ville. On a pu faire deux différents types de sessions de dialogue qui n'étaient pas particuliers sur une région géographique. Un, c'était avec la Coalition de santé Colombie-Britannique pour leurs membres de BC Health Coalition. C'était un essai et ça a pu mener à une relation très positive et maintenant on collabore beaucoup. On a aussi tenu un dialogue pour la région de Torontal, Flulence et c'est vraiment la communauté des Africaines, Caraïbes, communauté noire et leurs alliés. Et on a pu vraiment voir dans ces communautés, les communautés noires, caribéennes et africaines. Et merci beaucoup pour votre présence à ces dialogues. Ça a vraiment aidé avec notre travail et être plus efficace quand il y a des différents changements autant des politiques et maintenant on peut vous appeler pour recevoir vos soutiens quand nécessaire. Et je veux vraiment dire merci beaucoup à toutes les personnes qui ont une expérience vécue, qui ont partagé tellement ouvertement dans nos sessions de dialogue. Et nous savons que ces lieux sont différents quand on parle de nos vies personnelles et vos expériences vécues difficiles. Alors on veut dire que tellement comment nous sommes reconnaissants. Pour parler un peu de notre rapport, je vais parler de 5 thématiques plus larges et Shane va parler de 7 éléments pour passer à l'action. Et ça, c'est comment on a pu comme retirer ces éléments à action de toutes les données de nos discussions. Je sais, beaucoup de ces éléments ne vont pas être des surprises, c'est pas des nouvelles pour vous, vous connaissez déjà. Mais en parlant de la réalité de cette marché de drogue toxique, et les résultats sont les décès. euh, et c'est quoi la réalité de cet approvisionnement de drogue non réglementé ou contrôlé? Et le tout les blessures et tout connecté avec ça. Et puis aussi, on veut parler des personnes qui consomment et utilisent les drogues, les stigmatisations qui impactent leurs soins de santé, l'accessibilité aux soins de santé et aussi le logement. Alors, comment le pouvoir peut utiliser ces politiques sur les drogues pour exclure les personnes, nier leurs droits fondamentaux comme la santé et l'accès au logement. Et aussi, on parle des personnes qui sont en situation d'itinérance au centre de domicile fixe et l'augmentation avec l'idée de surveillance policière, qu'est-ce que la sécurité ou les agents de sécurité, la police, sans le pouvoir, reçoit le pouvoir pour imposer les lois, même juste sur les personnes qui consomment ou cette idée que peut-être ces personnes consomment, si c'est formellement à travers les arrestations, se faire incarcérer, impliquer euh, le DPJ plus, se faire exclure des lieux, une communauté sociale et toute cette stigmatisation. Donc, dernier deux points, on a pu aller voir certaines communautés plus éloignées que leur contexte est complètement différent des centres urbains et comment on peut augmenter accès à la soins de santé et accès au le traitement et aussi des services de réduction de méfaits pour que les personnes puissent rester dans leur communauté, être soutenues par leur communauté. Et on parle des communautés noires, africaines et caribéennes et comment eux, c'est surcroisé, complexe avec le profilage racial, la discrimination et comment ils utilisent les politiques sur les drogues pour comme vraiment un
leviers de mieux réprimer ces groupes. Nous savons que c'est un enjeu intersectionnel. C'est pas par rapport aux drogues, c'est par rapport à l'exclusion, le pouvoir et l'oppression. Alors, merci de m'avoir écouté et je vais passer la parole à Shane pour continuer de parler de nos éléments d'action. Alors, quand vous avez la chance et lire notre rapport, du début à fin. Et je sais que dès que vous terminez ça avant de vous coucher, vous allez tout lire ça. Ouais, il y a beaucoup de recommandations, comme plus que 80 individuelles. Nous, on est engagés avec les communautés, on est engagés à prendre leur voix et écouter vos voix. Et on veut vraiment rendre utile et utiliser ces différentes recommandations. Alors, à travers le temps, ça va vraiment aider avec l'orientation et on va utiliser ces recommandations qui venaient de ces communautés à chaque chance que nous avons de mettre ça devant les gouvernements, pousser les gouvernements. Et en parlant avec différents secteurs communautaires qui peut-être connaissent moins le secteur des enjeux des drogues, alors, ce que vous avez mis dans ce rapport, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour bâtir des différentes relations avec d'autres communautés qui connaissent moins les politiques sur les drogues et ils veulent apprendre plus. Alors, vous avez le droit de savoir de comment on fait le collecte des données et que ça n'inclut pas tout le monde. Et ça, c'était très clair quand on a fait le dialogue avec les communautés noires, caribéennes et africaines. Juste dire qui est impacté, c'est quoi et comment les impacts et c'est quoi les communautés qui sont moins servies et sous-policières. On a besoin de ces données. Les données peuvent influencer des politiques, mais le pouvoir conduit et crée les politiques, mais ces données peuvent nous aider à aller envers les personnes qui veulent voir le changement. C'est que ça peut aller mieux et nous, on peut créer ces revendications que ces agences gouvernementales qui font le collecte de données, eux, ils peuvent collaborer avec les communautés qui sont plus impactées que ça travaille avec ces communautés. On a besoin de l'élargir, on a besoin d'agrandir les services de réduction à méfait. Et ça, c'est vraiment l'opposé que ce que le gouvernement Ford en Ontario est en train de faire en ce moment. Quand on a fait ces revendications, on a vu que ça a descendu les services de réduction de méfaits à travers le Canada. Mais notre demande centrale, c'est un accès universel à des services de réduction de méfaits, peu importe où vous êtes, votre communauté, un accès égal pour toutes et tous, ça c'est une revendication que nous avons. Et puis on parlait de la décriminalisation. Criminalisation a jamais fonctionné. C'est conservateur, c'est pas bien réfléchi, cette approche pour essayer de répondre à un problème compliqué. C'est juste un monde qui exclut les personnes comme nous qui savent quoi faire et on est toujours là pour dire qu'on est contre la décriminalisation et on veut travailler sur la décriminalisation. On veut enlever ces lois du système juridique. On a l'obligation à préserver la vie, d'avoir l'approvisionnement des drogues plus sécuritaire, d'être capable de prescrire les drogues. Il y a d'autres juridictions qui ont déjà démontré, c'est les personnes du système de santé, les coroners, les médecins, ils ont déjà pu mettre ces revendications devant les gouvernements qui ne veulent pas prescrire, ils veulent criminaliser, ils veulent rendre ça plus judiciaire, ils veulent faire tous les traitements dans le système privé. Et nous, on veut divertir de ce marché de drogues toxiques parce que le gouvernement ne veut pas réglementer ces marchés. Et chacun de ces dialogues, on veut rien pour nous sans nous. Alors, on veut que les personnes comme nous soient là autour de la table quand ils développent les politiques de réduction de méfaits, des différentes politiques autour et les types de traitements et accès médical.
Et certaines affaires sont les affaires d'éducation et la sensibilisation. Donc, c'est vraiment, c'est quoi notre rapport de force? C'est quoi notre accès de pouvoir? Que nous, ils sont obligés à nous écouter. Parce que comment on prend ces décisions, ça devrait venir des personnes qui sont concernées, pas euh, les politiciens à Ottawa. Et ce qu'on a entendu tellement, tellement de fois. Oh non, non. Aussi, il y a deux autres. On parle de logement, accès au logement pour toutes et tous. Parce qu'on parle des politiques sur les drogues et les politiques hébergement et logement. Il y a des enjeux de logement abordable, logement adéquat. Comme un mouvement, je pense qu'on a besoin de mieux décrire nos besoins. Parce que maintenant que le contrôle de logement, c'est contre les personnes qui consomment, sont contre la réduction de méfaits, cette politique. Alors, même si c'est accessible ou abordable, c'est pas accessible ou abordable pour nous. C'est pas quoi que ce soit comme logement. On a besoin de logement adapté, approprié aux besoins pour les personnes qui y habitent. C'est à eux ces logements. Ils devraient contrôler leurs conditions et situations de logement. Et finalement, il y a un grand problème dans ce pays. C'est toute cette politique de prohibition, interdiction. Alors, vous créez des centres d'hébergement, des logements sociaux et vous ne pouvez pas consommer. Et puis, ils crient le monde dehors, ils mettent le monde à la rue. Alors, comment on a besoin d'avoir des politiques claires pour les refuges, les centres d'hébergement et le logement social qu'il faut, peu importe, quelqu'un qui prend les fonds publics pour créer de logements ou les refuges d'hébergement ont besoin d'avoir des politiques pour la réduction des méfaits, pour les personnes qui consomment les drogues, que les personnes qui tombent dans ces situations ne peuvent pas être exclues. Peter, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Oh, non, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était correct? Naja, maintenant, je vais passer la parole à toi. Merci beaucoup, Bita et Shane, d'avoir fait le survol de nos éléments clés de notre rapport. Avant que je présente nos panélistes, je vais inviter les personnes à regarder cette rapport. Peut-être c'est un peu intimidant, c'est beaucoup de pages. Mais vous n'avez pas l'impression de le lire tout un fois. Vraiment, peut-être prendre le temps d'identifier les éléments de ce rapport que vous trouvez plus pertinents à votre travail. Et pour la conversation aujourd'hui, on va pas rentrer en profondeur de chacun de ces points dans ce rapport. Nous aimerions aller au-delà de notre rapport. Qu'est-ce que ça veut dire de vraiment créer un dialogue, d'être participatif qui mène à ces rapports? C'est quoi le sens de travail qu'on fait? C'est quoi l'impact qu'on fait ces dialogues dans nos communautés après les dialogues arrivent ou après qu'un rapport est lancé? Nous avons trois panélistes aujourd'hui. On a Aretha McCarty, Billing Griffith et Steve Cowell. Je vais lire leur biographie rapidement. Alors, Aretha a plus que 15 ans d'expérience de travail sur les santé mentale et combattre la violence des gangs et des armes. Et elle travaille sur les violences communautaires. Elle veut vraiment adresser et confronter les racines des causes de ces violences et voir c'est quoi les comportements et les politiques. Elle est dédiée à nos travail communauté et elle collabore avec les différents parties prenantes pour créer des politiques efficaces pour augmenter la sécurité des communautés. Dylan est cofondateur de Kootenai Independent Safe Supplies Today. C'est un petit groupe pour l'approvisionnement plus sécuritaire. Il travaille sur l'action directe et la défense de droit de vraiment faire les actions innovatives basées dans le communautaire pour aider avec l'approvisionnement de drogue plus sécuritaire. Il a vraiment investi de créer les communautés plus inclusives et contribuer à la réduction méfaits cruels et ça donne beaucoup d'espoir dans cette crise prolongée. Finalement, nous avons Steve Caldwell. Steve travaille dans le soutien de santé mentale à un centre de Riverstone Recovery Center et d'utiliser le principe de justice sociale et
différentes techniques. Il travaille en pair, il veut faire la déstigmatisation des enjeux de santé et le milieu de santé. Il aide les différents individus à naviguer les différents défis de santé mentale et à avoir des différentes activités dans les sessions thérapeutiques. Et il travaille dans le Substance User Network de la région Atlantique. C'est aussi un père, une personne qui consomme et qui veut voir des changements. Sans plus tarder, je vais poser la question à Aretha, puis Dylan, puis Steve. Notre première question, c'est de réfléchir ce qui a été nommé dans le rapport. C'est la thématique et les 7 recommandations. Est-ce qu'il y a un thématique que vous semble c'est plus lié à votre travail ou les besoins de votre communauté? Aretha. Pour répondre à votre question, quand je réfléchis les 7 différentes thématiques et en réfléchissant les dernières années avec le travail qu'on a fait en travaillant avec Bida et Shane, c'est rien pour nous sans nous. Et je veux le dire encore une fois, même si je suis la présidente de cette centre de crise et survivante. Et j'ai rentré, j'ai vraiment approprié qu'est-ce que ça veut dire en fait, mot. Peu importe le travail qu'on fait, si c'est les réductions de méfaits et création des différentes politiques, nous avons besoin de réfléchir ces différents moyens collaboratifs. Et je pense que souvent, quand on parle de travail qu'on fait à l'intérieur même de la communauté, alors à l'intérieur de ma communauté, le travail que je fais, je parle et je marche avec ces idées. On travaille souvent dans les silos et si on ne travaille pas ensemble, il n'y a rien qui va se passer. Et je pense que ça, c'est un des éléments clés d'arriver où on va, comment on va arriver où on a besoin d'être à rassembler les personnes qui font du plaidoyer, les défendeurs de droits, les personnes qui utilisent ces services, les personnes qui ont les expériences vécues. Souvent, ça nous manque dans notre travail. On a besoin de se rassembler parce que ces personnes ont plus de connaissances que nous comparé à nous, les travailleurs communautaires qui font, luttent pour leurs droits. On a besoin des personnes qui vivent ces situations. Et vraiment, là, ce travail de terrain, première ligne, les survivantes de violences sexuelles, la viol, tout ça, et les violences contre les enfants, et comment on a besoin de travailler avec la jeunesse et les membres de famille qui ont eu ces expériences fois après fois, qui ont perdu leurs emplois, la violence faite avec les armes a été a vécu des violences sexuelles. Si on ne travaille pas ensemble, il y a rien. On a besoin d'avoir que ces services sont bien alignés pour trouver des solutions, que ça va pas être imposé en haut vers le bas, que s'ils sont pas menés par les expériences vécues, c'est un besoin. Je peux parler quand on parle de la communauté noire. Nous travaillons souvent dans les silos dans la communauté noire. On connaît pas la culture avec ces communautés. Alors, nous avons besoin de parler de ça. Ça a besoin de faire partie de nos politiques et on a besoin de reconnaître parce que je vois, on rentre et on a besoin d'implémenter un accent et vraiment un focus sur les enjeux noirs et autochtones. Parce que d'avoir les thérapeutes qui sont informés par les traumatismes et qui connaissent les besoins culturel. Ah, imagine d'aller pour moi qui va voir un thérapeute qui n'a pas l'air de moi. Il y a aucune manière que cette personne va comprendre d'où je viens, c'est quoi mes besoins, etc. Alors, pour le mieux faire, c'est vraiment cet élément. Rien pour nous, par rapport à nous, sans nous. Je pense que ça c'est le résumé de la deuxième recommandation. Si on parle de logement ou d'autres choses, assurer qu'il y a logement d'abord pour tout le monde. Et la sécurité alimentaire, ça c'est pour tout le monde. Et si on veut parler de la croissance, c'est la croissance de tout le monde. Que comme une communauté, on ne peut pas avoir la croissance sans notre communauté, que nous sommes ensemble, comme on est en ce moment, pour parler de ces enjeux, de parler de le travail qu'on fait et comment on pousse pour assurer que le travail qui a tellement de valeur a besoin de continuer. Alors, rien par rapport à nous, pour nous, sans nous. Et
Je veux juste dire, avec le travail qu'on fait, ça, c'était vraiment un slogan qu'on a utilisé: «N Nothing for us without us». Alors si on collabore pas ensemble, il y a pas de progrès, on va rester dans la même place, on n'avance pas. Et nous parlons souvent de qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire, mais il y a un manque, ce côté d'action. Et maintenant, si on veut vraiment avancer ensemble et si ça vient un travail communautaire et différentes choses, on veut aller ensemble. Merci. Est-ce que c'est moi qui va après? Salut tout le monde. Alors, j'ai un peu, c'était dur de voir le meilleure recommandation. J'ai regardé, c'est de vraiment observer qu'est-ce qui marche et observer, préserver la vie et assurer que la vie, il y a une chance de croître. Et moi, je parle de cette idée de préserver la vie. Et pour l'organisation que j'ai co-créée, c'est vraiment l'accent, c'est sur cette préservation de vie. À Nelson, en Colombie-Britannique, où je travaille, on parle de cette idée des enjeux cruels et avoir cette paix cruelle. On a tellement pas beaucoup, on a juste un peu des personnes qui font les prescriptions sécuritaires, mais il y a juste peut-être 3 en Grand Forks, un autre, quelques-uns dans le trail, mais il y a vraiment pas de personnes pour nous aider avec l'approvisionnement et pour qu'on parle de les sites supervisés ou les sites de consommation supervisés. Et il va y avoir un qui va ouvrir, mais c'est juste pour les résidents et des locataires. Les services sont tellement étirés, il y a des gros, manques entre les différents services. Alors, nous connaissons très bien la communauté, c'est nos voisins, voisines, c'est nos amis et quand on parle les personnes, l'impact communautaire, c'est énorme, surtout les personnes qui travaillent la rue, qui sont sur les premières lignes. Cette fardeau, c'est incroyable et souvent on ne parle pas suffisamment. C'est quoi l'impact de la crise des drogues? C'est pas juste les personnes qui consomment, mais c'est les personnes autour. C'est les personnes qui travaillent à la première ligne et les personnes qui consomment. C'est peu importe, c'est l'impact. C'est inimaginable que le fait que ça fait la neuvième année qu'on est dans cette crise, que ça continue. Et c'est tellement malheureux qu'on continue, on va dans la direction presque opposée en ce moment. Et on va commencer de parler pourquoi ça arrive, mais je vais juste laisser là-dessus et on va continuer avec la prochaine. Merci beaucoup. Je veux simplement reconnaître que je suis le terre de Woodstock et Mi'kmaq. Et nous parlons des torts causés par le colonialisme. Il y a tellement de sujets que je voudrais aborder et tous les suggestions du rapport ont des connexions, ont des intersections, mais étant donné que j'ai besoin d'en choisir qu'une, j'ai choisi accroître le soutien et de refuser la criminalisation comme soutien. Je vais commencer avec accroître le soutien. Ici, en Nouvelle-Brunswick, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur le lieu ici. On vient juste de changer de gouvernement conservatrice à libéral. Ça change beaucoup entre ces deux et ça a un des effets négatifs sur notre capacité de faire croître le soutien de manière très humaine. Les politiques ici en Nouveau-Brunswick ont fréquemment des euh, sont assez religieux. Il y a du financement qui est donné à des programmes religieux qui ne sont pas basés sur les données probantes. Il reçoit beaucoup d'argent. Puis là où que moi je travaille, on est sur un projet de 5 ans, puis on a tout le temps besoin de chercher plus de financement. Alors, je pense que c'est important. Il peut être utile d'avoir des options pour faire des thérapies de nature religieuse, mais ça en prend aussi qui sont séculaires. Puis il n'y a pas beaucoup d'options à Nouveau-Brunswick en tant que quelqu'un qui vient juste de diplômé en tant que thérapeute. Avec mon diplôme, je suis reconnaissant du fait qu'il y a une diversité d'approches qu'on peut prendre pour euh, se, se remettre à nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui manque, cette diversité à Nouveau-Brunswick. On n'a pas vraiment accès à des sites pour la consommation de drogue supervisée et sécuritaire. Je pense qu'il y en a un à Fredericton. Il y a beaucoup
beaucoup de modèles euh, médicaux pour l'utilisation et consommation des drogues. Je pense que les options qui existent ici présentement au Nouveau-Brunswick sont quand même bonnes, mais on a plus d'espace qu'on devrait donner pour des sites de consommation insécuritaires, des accès à des personnes infirmières, des personnes avec des expériences vécues, les soutiens plus holistiques et compréhensifs et séculaires. Et je pense que les deux personnes précédentes ont beaucoup dit en lien avec cette idée de accroître le soutien, parce que si on ne met pas l'accent sur la création de relations, l'humanisme, de créer des options holistiques, mais on n'est pas en mesure de répondre à les personnes là où elles se trouvent, puis de croître dans les directions qu'on devrait faire. Euh, C'est certain que je ne serais pas ici autour de cette table si ce n'était pas pour les pratiques de réduction de méfaits, des individus qui m'ont beaucoup soutenu et des fois ils m'ont offert des modalités qui peut-être leur aient tu sais, causé des problèmes avec leur professionnel de thérapie psilocybine, puis c'est des choses qui m'ont sauvé ma vie. Alors, je pense que c'est important qu'on nous ait une expansion de ce qui est disponible, des options qui existent, et donc accroître le soutien à une connexion très forte avec l'idée de rien notre sujet sans nous. Pour qui est-ce qu'on croit? Pour quelles raisons? C'est très important qu'on considère ce que nous faisons en pratique et en réalité de manière concrète. Donc, si il va y avoir une croissance, il faut que ce soit avec des personnes de soutien qui ont des expériences vécues. Par exemple, quand je faisais mon stage de pratique, euh, j'ai appelé quelques différents services euh, et pour voir s'ils voudraient que je vienne faire mon stage avec eux. Puis ils m'ont dit qu'ils voulaient seulement faire des stages avec des personnes qu'ils voudraient embaucher par après. C'est ça qu'ils m'ont dit noir sur blanc. Ils veulent pas embaucher les personnes qui ont les expériences vécues. On est dans une période où il y a un grand manque de main-d'œuvre. Alors, je comprends pas pourquoi qu'on voudrait pas faire des services qui sont plus accessibles pour des personnes avec différentes expériences difficiles. Et il faut préserver la vie. Et c'est certain que c'est essentiel. Mais je pense qu'il faut aussi être capable de vivre sa vie avec agentivité et pas juste de préserver la vie. Et la deuxième, de refuser la criminalisation comme solution. Que maintenant, avec le changement de gouvernement, il y avait une discussion au sujet de bâtir un nouveau prison. Donc, il y avait une compagnie de sécurité qui regardait le site vacant où elle allait le construire. Je parle avec beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il n'y a rien dans le système incarcéral qui me laisse me sentir comme un être humain. Euh, je pense que c'est vraiment nécessaire et important de s'assurer que les personnes ne sont pas encore plus criminalisées, stigmatisées quand ils rentrent dans des institutions. Moi, j'ai pensé que j'étais une personne criminelle jusqu'à ce que j'ai accès à tu sais, le médicament dans ma poche qui était nécessaire pour moi. Et donc, les choses qui m'ont été faites pour me criminaliser étaient liées avec ce que je faisais dans ma jeunesse, en essayant de chercher de la sécurité pour moi-même. Et il n'y avait pas beaucoup d'options. Et ça revient encore à cette idée de rien pour nous sans nous. Donc, l'utilisation de la drogue, mon culture punk et queer, c'est tout lié à ce qui me manquait. J'ai appris quand j'étais jeune que c'était moi le problème. J'ai arrêté d'avoir accès au soutien et finalement, en travaillant dans le réduction de méfaits, les personnes qui partageaient des expériences et des souffrances similaires à les miennes, ça a beaucoup changé les choses pour moi. Désolé, j'aurais dit que des fois je pleure pendant que je partage ceci, mais je pense que la discussion qui a été mise de l'avant par les autres présentatrices sont très importantes de trouver des solutions qui vont au-delà de le colonialisme, le système hétéronormatif standardisé. Je pense contre ces principes et ces pratiques, mais il faut avoir une plus grande diversité de ce qui est disponible. Merci.
tout le monde. Je trouve que des fois, je sais que des fois, ça peut être lourd. On peut rentrer dans des sujets plus sensibles, mais je vous promets que la troisième question sera plus optimiste. Et donc, je vous encourage à nos personnes participantes, si vous voulez poser des questions qui sont axées sur le futur, sur l'action que nous pouvons prendre, comment travailler ensemble, nous encourageons aussi ces sortes de questions. On va essayer de finir cette webinaire sur une note optimiste le plus qui est possible, sans trop tomber dans une positivité toxique. Donc, étant donné le bagage que vous avez toutes et tous, les thèmes du fait que c'est les personnes qui vivent les séquelles de crise qui sont les plus importantes reviennent fréquemment, et on voit que il y a beaucoup de un développement potentiellement négatif présentement. Donc, on se demandait comment que les choses ont développé dans vos communautés depuis que nous avons tenu ces dialogues, donc dans la dernière année. Peut-être que je commencerai avec toi, Aretha. C'est une grande question. Et je dis ceci parce que je suis aussi coordinatrice de programme à l'Armée du Salut dans le centre Booth. Je l'ai vu dans une de nos notes. Et que Kayla qui travaille avec nous est aussi ici. Et je dis pourquoi c'est difficile, c'est que il y a eu des changements plutôt négatifs, particulièrement avec la communauté noire. Et je vois ceci en tant que coordinatrice de programme au Johnson Booth. Et donc, euh, je vois une détérioration dans les drogues qu'elle consommait, les surdoses que nous voyons, le fait de sauver les vies en examinant de l'information. Pour moi, c'était un absolu. Et je peux aussi parler d'être présent à une conférence sur la politique l'année passée, puisqu'il y a beaucoup ressorti. C'était tous les individus, en fait, ça, particulièrement du Canada, qu'on était à Phoenix, en Arizona, on se connaissait pas. Tout le monde était là, on faisait le même travail, puis on se connaissait pas. Puis ça revient à la première question qu'on travaille en silo. À la fin de la journée, on est en train de se blesser, de s'auto-blesser, et ça s'améliore pas, ça s'empire. Et quand tu vois quelqu'un qui veut avoir accès à un travailleurs sociaux qui les ressemblent et elles n'ont même pas la possibilité de le faire. Donc, quand nous parlons, c'est une communauté, j'ai toujours parlé de la communauté de personnes noires, la communauté que je desserre qui est en souffrance parce qu'il n'y a aucun site sécuritaire dans lequel ils ont accès. Il n'y a personne avec lequel parler pour la réduction des méfaits, pour offrir un soutien sécuritaire. Quand on parle des agences qui les représentent, comment est-ce qu'on les représente quand on ne peut même pas les soutenir dans leur amélioration et leur croissance? Tu es en train de gérer des cas et tu peux même pas permettre un homme, une femme noire de voir quelqu'un qui me ressemble pour discuter de les drogues que j'utilise. Donc, notre situation n'est pas en train de s'améliorer. Ça s'empire, c'est clair que des personnes qui travaillent dans ce domaine, comme moi-même, qui se fatiguent, qui sont surchargés parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut changer, mais toute cette hiérarchie au-dessus de nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et quand on lève la voix, on est en trouble pour avoir levé la voix, mais il faut que ça change, il faut que ça commence à quelque part. Et comment est-ce qu'on peut faire ceci si on est en train de pousser du monde à l'extérieur? Vous ne pouvez pas venir à la refuge, vous ne pouvez pas faire ceci. Il faut avoir une sorte de résolution, une intervention, une méthode de prévention qui va nous permettre de répondre à ces enjeux. Et ça doit être le pierre d'assise de tout programme politique, agence qui dit qu'ils sont là pour nous soutenir vis-à-vis de notre consommation des drogues, ou nous soutenir à chercher un emploi, nous soutenir s'assurer que c'est sécuritaire d'être en sécurité avec nous-mêmes. Il y a tellement de morts, de décès. J'ai vu
jeune homme, puis elle me disait, tu sais, je recommençais l'école, je commence à aller mieux, puis la semaine d'après, j'ai entendu qu'il était décédé. Qu'il était tellement blessé parce que les ressources qu'il fallait avoir, quand on veut parler de prendre l'action, puis aller de l'avant, quand on parle de les agences, des cas que Steve mentionnait, de se faire accepter dans qui qu'il est, qu'est-ce qu'il fait avec sa vie, de faire partie de quelque chose, de savoir que ça a lieu, mais d'être entier, holistique avec moi-même pour aller de l'avant, être accepté en tant qu'individu parce que c'est nécessaire. Comment est-ce que je peux aller de l'avant? Comment est-ce que je peux chercher de l'aide, du soutien? Ce n'est pas disponible. Et je suis très passionné à ce sujet. Je suis désolé, mais quand on parle de ce changement, il n'y a pas eu de changement. Nous manquons, nous avons besoin de tellement de choses. Il y a tellement de travail à faire. Comme j'ai dit, je travaille dans le refuge, puis c'est tellement triste. Il n'y a aucun espace dans le refuge. Le monde sont dehors, dans le froid. Ils ont besoin de passer à travers toutes sortes de défis. On en a plus de décès. Et on essaye de l'alléger, mais nous ne pouvons pas parce que c'est un problème. C'est un problème à laquelle nous avons constamment besoin d'en parler jusqu'à ce que l'action ait pris. C'est un problème qu'il faut toujours mettre de l'avant. Et mon problème, c'est, on sommes en train de le parler, mais nous ne sommes pas en train de consulter, de mettre en œuvre, de démontrer une réduction des situation problématique pour que les choses vont le mieux. Donc, on voit du monde que Steve qui devient émotif, il y a une raison pour ceci. C'est parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Ce qui arrive présentement, ça va dans une direction négative présentement. Puis il faut trouver des façons d'aller dans la bonne direction et faire les bonnes choses. Parce que quand on parle aux médias, quand on parle au gouvernement, c'est comme si ça rentrait par une oreille puis ça sortait de l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire quand on est sur les lignes de front, quand on essaie de se mettre debout, de se tenir droit, puis d'utiliser nos voix pour parler des choses qui ont lieu autour de nous. Et ça revient à cette conférence qui a eu lieu à Arizona l'année passée. Et j'étais présent, puis il a fallu que je parle. Puis un des plus grands enjeux, c'est de savoir comment que ça se fait on ne travaille pas ensemble, qu'on soit de l'Amérique du Nord ou pas. Comment est-ce que ça se fait qu'on ne travaille pas ensemble pour trouver des solutions? Et même à ça, il n'y a personne, il y a de, de collectif au Canada qui travaille avec moi sur ces enjeux. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça que j'ai à dire pour le moment. Je vais laisser ça là. Avant de rentrer dans la deuxième question, je vais revenir à quelque chose que Steve a dit en lien avec l'idée de préserver la vie. Je pense que c'est vraiment le ligne de départ. Et ce que j'essaie de dire avec cette idée, c'est qu'il faut valoriser la vie de nouveau. Et je pense qu'on a vu ceci vis-à-vis la Palestine et la manière que nous ignorons tous les décès liés aux consommations des drogues et nous dévalorisons la vie. Il y a des personnes qui sont, ils ont des vies qui sont au moins de valeur que les autres, qu'ils n'ont pas le droit de se faire sauver. Donc, je pense de célébrer, de valoriser les vies des personnes avec lesquelles nous travaillons, de honorer ces vies, de les valider, ils ont juste autant de valeur que toute autre personne vivante sur cette planète. Je pense que c'est un aspect clé de ce travail. Je pense que le but, c'est donner à des personnes des, des options, de donner aux personnes du pouvoir dans leur propre vie pour avoir la possibilité de créer la vie et les vies qu'ils et elles veulent parce qu'elles ont le droit à une vie qui les ressemble, qui répond à leurs aspirations, à leurs besoins. Les personnes ont des options qui sont tellement limitées présentement et c'est ça le changement que nous avons vu en Colombie-Britannique. Les personnes ont de moins en moins d'options. J'essaie de penser, on dirait que la portée de ce qui est possible semble être restreint
Mais je ne sais pas si c'est réel ou c'est juste l'échéancier qui s'est ralenti, puis c'est vraiment frustrant parce que les personnes sont en train de mourir à cause de la durée de ces échéanciers qui sont nécessaires. Et ce rapport, ça fait écho à d'autres rapports. C'est un excellent document qui a été produit par le coroner de Colombie-Britannique qui expliquait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a répété des rapports de suivi qui ont tous été un revers complet du gouvernement. Ils ont balayé de la main et c'était vraiment choquant, je pense, en tant que changement. Il y avait un momentum à Colombie-Britannique dans la réduction des méfaits, un apprivoisonnement sécuritaire, d'ouvrir la porte à des modèles non médicaux pour l'accès à des drogues sécuritaires et ça a été complètement, cette porte a été claquée, fermée depuis les consultations. Ouais, je pense que j'ai perdu mes pensées là, mais oui, la porte est fermée, il faut le rouvrir. Nous savons que les, c'est un approvisionnement toxique, empoisonné qui est en train de tuer les personnes. Quand vous avez une substance qui est empoisonnée, il faut enlever le poison. Quand il y a de la viande à l'épicerie qui rend le monde malade, on l'enlève des étagères puis on le remplace avec de la bonne. Ce n'est pas une idée qui est difficile à comprendre, mais on dirait que les personnes ont beaucoup de difficultés de l'intégrer. Et ça mène à l'autre changement que nous avons vu, ce qui est une dévalorisation des faits et de la vérité. Et je pense que euh, il y a une énorme machine qui crée la désinformation et qui crée toutes sortes d'histoires au sujet de la décriminalisation, des approvisionnements sécuritaires, la réduction de méfaits de manière générale. Et nous sommes maintenant dans une position où il faut chercher presque une rédemption de les réduction des méfaits, puis un approvisionnement sécuritaire, parce que ça a été tellement mm, attaqué par cette mésinformation. Puis ça a toujours été une bataille asymétrique. Nos arguments nécessitent nuance, sont contre-intuitifs. Et leurs arguments, ben, ils ont 80 ans de propagande anti-drogue sur laquelle ils peuvent vraiment jouer sur les peurs du public. Donc, c'est une bataille qui est très difficile. Et je pense qu'il faut considérer comment que nous allons combattre cette désinformation. C'est quoi le récit que nous allons mettre de l'avant qui va être plus puissant? Puis on va peut-être pouvoir revenir à ceci pendant la prochaine question. J'ai toujours envie de faire écho de ce qu'il dit juste avant moi, parce que c'est tellement intéressant, puis on dirait que tout s'applique à moi. Aretha, je vais juste te dire de penser au long terme, c'est nouveau pour moi, puis elle avait raison. Mais pour revenir au point de Lynn, l'humanisme fonctionne. Quand on dévalorise les personnes, c'est plus facile de euh, se mettre en combat envers nous-mêmes, de se considérer un échec. Et qui ont une groupe punk noir, Bad Brains, puis il dit dans la quête pour le test, en cherchant la réussite, tout le monde cherche eux-mêmes dans la réalité, ils n'ont pas d'intérêt à aider les autres. Donc, je pense qu'il faut regarder au-delà de les personnes que nous avons aidées de manière historique, puis les personnes qui ont été laissées de côté, et pas juste de considérer les personnes qui ont été mises de côté, puis faire des slogans, puis des publications Facebook, mais de essayer de les embaucher, de, de les offrir de stabilité, de dire, oh bon, ça va, merci, va-t'en. Tu sais, mais l'éducation, c'est un processus qui n'est jamais fini. Il faut constamment y travailler. Il faut de l'empathie. Moi, j'étais enseignant à un moment donné, euh, avant que je maïssais, mais je m'assurais toujours de m'assurer que les salles dans lesquelles j'étais étaient sécuritaires et amusantes. Puis après, quand j'étais capable de faire ça, tout allait bien. J'avais les bonnes politiques, les bons matériels. Tout le monde était, tu sais, considéré comme un être humain. Donc, je pense qu'on a toujours besoin d'être conscient de nos propres biais, mais pour des personnes qui sont traumatisées, sont habituées d'être toujours sur le point des pieds, puis c'est qu'est-ce que c'est de toujours se sentir comme si on est à l'extérieur, qu'on est dans les marges,
puis les populations que je connaissais pas, que j'ai pas grandi avec, qui avaient des religions différentes, qui n'avaient pas de religion, différents aspects culturels, je me sentais toujours plus à l'aise avec ces personnes. Il y a personne qui me démonisait, ils me faisaient des call-ins, ils m'apprenaient des choses. J'ai des amis qui m'ont amené à une séance de sudation, puis c'est il y avait tu sais, un gars qui me taquinait un peu, puis tu sais, mes amis, c'est un grand gars autochtone qui disait pourquoi taquine mon ami, puis il m'a amené proche de lui, puis quelqu'un qui a de la discuter avec mon père, je me sentais bien. J'ai juste réduction de fait, j'étais à la table, puis je voyais les mêmes réalités autour de la table. Et la manière que les personnes ont appris à s'aimer et les lieux où l'aine a été bâtie dans ces personnes et les torts que ça a créé. Et j'ai réalisé récemment que les personnes sont plus en sécurité en communauté. Puis j'ai dit à mon employeur récemment, tu sais, comme je veux pas mourir, j'ai des bonnes capacités, puis je veux contribuer. Puis c'est assez nouveau pour moi de me sentir comme ça. Donc je pense découvrir nous-mêmes, les autres, c'est très important. C'est une manière de se rendre vers la bien-être qui prend beaucoup de différentes formes pour différentes personnes. Puis je pense qu'il faut chercher de la sécurité c'est quelque chose que j'ai travaillé dans mon thérapie de groupe récemment. Je ne peux pas trop en parler en détail, mais j'ai quelqu'un qui est venu qui m'a dit en premier qu'il avait peur de venir. Environ 4 semaines plus tard, ils ont arrêté sur la rue avec leur adolescente. Ils ont dit, ça, c'est mon thérapeute. Donc, ils ressentaient une connexion avec la communauté. Donc, la connexion, c'est important, je pense. Et ben, le changement que j'ai vu, c'est une énorme augmentation dans l'utilisation de fentanyl ici au Nouveau-Brunswick. Nous avons augmenté l'utilisation des officiers réglementaires qui ont beaucoup accru. Donc, des personnes qui se font constamment déplacer, qui reçoivent des infractions pour croiser la rue sans le droit. Puis, c'est des personnes qui sont déjà en situation d'itinérance, qui n'ont aucune capacité de payer ces infractions. Ça cause juste de plus en plus de difficultés de barrières pour ces individus. Donc, on a une énorme augmentation dans les surdoses ici au Nouveau-Brunswick. Ça a doublé depuis l'année passée, puis on est juste dans les premiers mois euh, de statistiques. Donc, on essaie de faire beaucoup de distribution d'Alexandre présentement. Beaucoup plus de xylosine, des benzofentanyl qui sont mélangés avec des comprimés, une augmentation des délais et aussi plus de besoins pour les services de santé mentale, changement du gouvernement, du conservateur libéral. Pour le côté financement, il y a beaucoup de soutien, programmes de soutien comme Everstone, mais beaucoup d'entre elles sont à la fin de leur cycle de financement, on n'a pas reçu de bonification et j'ai vu qu'il faut défaire les silos dans nos soins, voir qu'est-ce que chaque agence est en train de faire, d'assurer qu'on communique ensemble, nous travaillons de manière collaborative, mais que nous ne sommes pas non plus forcés par le gouvernement de lutter pour le même financement, ce qui nous permet de ne nous permet pas de travailler ensemble. La communauté en ligne et personnes sont beaucoup impliquées dans le NIMBY ou le pas dans mon cours arrière. Donc, le monde sort beaucoup, se mobilise contre des sites comme ceci parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation pour les personnes qui utilisent les drogues. J'étais sur je me suis retrouvé sur le site de Facebook de l'île Prince-Édouard qui disait que j'étais en train d'aller autour sur une vanne à donner des drogues à du monde. Puis je suis jamais allé l'île Prince-Édouard. Mais quand les personnes se rassemblent, ils se sentent plus à l'aise de dire des affaires puis, mais je suis vraiment choqué des fois par le monde, le degré à laquelle ça peut comme escalader. J'ai vu des histoires des personnes qui racontaient ils ont des fantaisies d'attaquer les personnes dans le van qui offrent des approvisionnements sécuritaires. Donc, j'essaie de croire dans des espaces sécuritaires, mais je pense que il faut avant tout faire des espaces qui sont plus sécuritaires. Je ne sais pas si c'est possible que ce soit entièrement sécuritaire. Je pense qu'il faut faire mieux de ne pas blesser, faire du tort les personnes qui essaient d'aider. J'ai eu la chance de parler sur Radio Cannes à sujet des crises, là, présentement, parce que, et les idées de le traitement forcé, puis vu que nous manquons tellement de ressources, je suis pas tout soleil puis bonheur, mais j'essaie de parler de la réalité de notre situation. Merci beaucoup, tout le monde. Vita, est-ce que tu voudrais partager un peu au sujet du travail que tu as fait dans la dernière année?
Oui, absolument. Premièrement, je veux vous remercier toutes et tous d'avoir partagé. Il y a beaucoup qui a lieu et je suis content d'avoir la chance d'en parler. Je suis basé à Toronto. Le gouvernement Ford a introduit un projet de loi qui vient juste de finir sa troisième lecture. C'est un projet de loi omnibus. Puis un aspect du projet de loi limite que le province peut faire vis-à-vis des politiques sur la drogue. Donc, c'est classique comme tactique de le mettre dans un euh, projet de loi omnibus qui inclut aussi une autre section sur, par exemple, prohibition de changer le nom pour des personnes qui ont été trouvées coupables pour des crimes liés aux violences de caractère sexuel. En tout cas, il essaie de mettre beaucoup de choses ensemble. Et nous avons une majorité conservateur en Ontario. Ils ont vraiment forcé ce projet de loi. Ils ont éliminé les communautés. Ils ont limité le débat de 6 heures à 1 heure. Ils forcent l'adoption de ce projet de loi. Même s'il y avait des centaines de milliers de personnes, des instances qui représentent des centaines de milliers de personnes qui ont été claires que nous ne sommes pas d'accord avec ceci, nous ne voulons pas, on est très inquiète, on veut avoir vos données qui soutiennent et euh, le directeur général vient juste de publier un rapport qui dit qu'il n'y a aucune trace des données qui sont supposées soutenir ces nouveaux politiques. Donc, c'est la loi sur les soins et protection des communautés. Ça introduit une rayon de 200 mètres. Donc, tout site pour consommation supervisée a besoin d'être au-delà, plus de 200 mètres de toute euh, école, centre de petite enfance ou d'autres sites qui sont non spécifiés. Donc, tout site qui existe qui est dans cette rayon de 200 mètres a besoin de fermer ses portes immédiatement une fois que c'est adopté, sans possibilité de relocation, de se déménager. On sait à quel point que c'est difficile de répondre à ce critère dans un lieu urbain où il y a des services diversifiés qui sont disponibles. C'est très difficile de se trouver à 200 mètres de cet espace idéal. Et aussi, ces services ont été établis dans des lieux où ils ont des grands besoins de services. Et maintenant, ils vont essayer de les forcer de sortir des communautés qui en ont besoin avec ce règlement de 200 mètres. Il ne peut pas demander pour une exemption fédérale ou quoi que ce soit comme décriminalisation en Toronto à appliquer, mais il n'y a pas eu un approvisionnement par le gouvernement fédéral. Et maintenant, avec ce projet de loi qui va devenir arriver en loi, va vraiment arrêter peu importe quelle municipalité ou de santé publique locale de demander de travailler sur la décriminalisation. Et ça va interdire ces applications pour des exemptions pour les services de consommation supervisée, même si vous êtes à l'extérieur de ce règlement de 100 mètres. Si vous aimeriez renouveler votre exemption, maintenant, ça a besoin de passer à travers le ministre de Santé provincial. Alors, le provincial essaie de vraiment créer plusieurs obstacles, de bloquer la rue. Ils ont même dit dans les médias clairement qu'ils vont pas laisser établir d'autres sites comme cela dans la province. C'est c'était poussé tellement vite, violemment, juste, même s'il y a eu beaucoup d'opposition de d'autres membres de parlement, beaucoup de cris et dénonciations de communautés. Et tout le travail qu'on fait, c'est vraiment cartographier dans ces différents sites de sélection. Et moi, je sens que c'est vraiment dans le fait de sentir qu'on fait partir d'un cycle. Ça prend des années et les enjeux qu'on fait face ça fait
partie de les régressions politiques, ces gros cycles, si c'est pas juste les politiques sur les drogues, mais environnemental, développement de logement. C'est des enjeux ici à Ontario. Alors, on fait partie de ces cycles pour avoir un peu de perspective. Et c'est ça qui arrive en ce moment à Ontario. En ce moment, nous, on essaie de être un contrebalance ou comme équilibre et pousser contre ça. Et je pense que beaucoup de vous font partie des réseaux provinciaux de faire le soutien à travers ces changements et ça nous aide beaucoup. Après ce que Arita et d'autres ont nommé en parlant des silos dans lesquels on se trouve. Et en travaillant dans les silos, c'est dur à répondre ou à naviguer ces grands changement politique. Alors, quand vous vous trouvez tout seul, alors il y a tellement de personnes fait ce travail quand il peut, comment il peut, et c'est tellement important de partager nos ressources, d'assurer qu'on fait pas le dédoublement de travail. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et aussi de apprendre et faire outiller pour parler de ces enjeux. Je pense qu'il y a des voix, des groupes, des corps qui pense que c'est un enjeu juste sur les drogues, peu importe toi-même et les personnes qui consomment les drogues uniquement. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est de respecter la vie humaine et d'autres formes de la vie. C'est c'est comme un peu ces leçons de base, comme raciner qu'on a besoin de retourner et regarder qu'est-ce que ça, c'est quoi les enjeux réels et être capable de les communiquer. Quand on parle de nos structures de santé publique et nos gouvernements, et c'est des personnes que supposément on s'est collectivement élus pour nous représenter, pour gérer nos institutions, ils vont pas bien travailler dans ces environnements. Alors, c'est quoi les impacts au système de santé plus large? C'est quoi les impacts sur les enjeux de logement? Comment est-ce qu'on peut fournir les besoins de base. Et ces gouvernements sont obligés à le faire. Ces droits sont protégés. Alors, peu importe si on a ces gouvernements qui nous font ces affaires de vraiment se profitent de ces moments politiques, de mettre de l'avant leurs propres désirs politiques. Je pense que c'est important de bien communiquer quand on discute des politiques sur les drogues ou d'autres enjeux. On a besoin de garder en tête. Ça fait partie d'une cycle plus large. Et ça va cycler, ça va revenir et on va continuer à pousser et lutter. Merci tout le monde. Je sens en ce moment nos capacités humaines. je- on, on voit des fois un peu les limites de nos capacités. Je sais combien de fois on peut se remettre debout après qu'on est mis à terre à travers la deuil, nos traumatismes et tout ça. Et on veut mettre l'énergie vers notre travail, les choses et les personnes qu'on aime. Et je sens que des fois, on frappe un mur à travers plusieurs communautés. Euh, Selon moi, avec ça, un des points, c'est ce que vous venez de dire. Ça, c'est, on a besoin de trouver une manière créative d'être capable de faire résonner nos messages quand les personnes se sentent inquiétées, mais ils ne se sentent pas inclus ou pas concernés par ces enjeux. Parce que c'est un enjeu humanitaire de santé, de logement et aussi comme fraternité, d'être en communauté, d'être amis, s'unir. Et je pense que ça, c'est un peu le noyau de notre travail. Et pour notre dernière question, je veux vous demander, c'est quoi le chemin à suivre vers l'avenir à travers nos différences, si c'est les frontières provinciales, zones urbaines versus rurales, les différentes communautés, les différentes luttes même. Parce que le fait que nous partageons cette lutte pour la communauté, pour le logement, pour la santé, Aretha, veux-tu commencer? Désolé, t'es en sourdine. OK, là, ça va mieux. Alors, pour moi, ça, c'est toujours une question très difficile parce que le travail que j'ai fait dans les communautés, parce que quand on réfléchit à cette question, il faut réfléchir à le gouvernement, la communauté.
et les personnes qui travaillent la première ligne, ces travailleurs, les personnes qui vivent dans ces situations. Il y a tellement d'individus qu'il faut considérer. Et ce chemin à suivre, c'est le travail qu'on fait jour à jour, quotidien, continuellement. Et je vois tellement de personnes incroyables qui font partie de ce webinaire en ce moment. Et ça me démontre qu'il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Et quand on parle des enjeux de notre humanité, il faut dire toujours qu'il y a de l'espoir. Et on a besoin de nous laisser un peu une chance d'espoir de, on peut aller de l'avant. Il y a une manière, mais c'est juste de découvrir ça a l'air de quoi, ce chemin. Et qu'est-ce qu'on peut faire de comme si on veut laisser les personnes utiliser, consommer et vraiment donner les chances, genre, à la communauté noire d'avoir une chance d'apprendre c'est quoi la réduction de méfaits, savoir c'est quoi les ressources qui existent, apprendre mieux, leur donner une chance de recevoir cette information parce que je pense que j'ai trouvé que la sensibilisation, c'est toujours mieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de manque parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation, éducation populaire qui manque. Et je pense que ça, c'est une des manières d'aller de l'avant. Je sentais dans des expériences que j'ai vues où les personnes, je cherche un mot, les personnes, comment elles sont, c'est juste l'ignorance totale. Et j'essaie de voir comme c'est quoi, d'où vient cette ignorance? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Et des fois, ça peut être bouleversant. Mais moi, je crois vraiment que l'éducation est un des clés. Il faut faire cette sensibilisation. Qu'est-ce qui manque dans la communauté noire? Qu'est-ce que nous avons besoin dans la communauté noire? Le discrimination systémique que nous expériences, si c'est hommes ou femmes, et nos expériences, les impacts que ça a sur nous et notre communauté et les limitations et, et les manques de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a dans la communauté, c'est quoi nos racines, c'est quoi nos besoins. Et j'essaie d'imaginer aller de l'avant. Je pense que ça va prendre le temps. Par contre, j'ai l'espoir qu'il y a une manière qu'on va aller de l'avant pour nous toutes et tous, si c'est provincial, rural, les différents groupes identitaires, je pense que et dans toutes nos capacités, je pense que nous pouvons travailler ensemble et faire des affaires incroyables. Et de parler d'éducation, on parle de sensibilisation, même le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup des affaires qui arrivent sur le terrain, le gouvernement n'a aucune idée. Ils créent des politiques, ils décident de faire des changements et eux, ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais vécu et la majorité n'ont jamais même eu une conversation avec quelqu'un qui l'a vécu. Quand on parle des enjeux de logement, la consommation, de se rassembler, de travailler ensemble comme une entité, de préserver la vie et cette douane à l'information, etc. Et je pense qu'il y a tellement d'agence gouvernementale connaît pas et quand j'essaie d'aller vers eux pour leur euh, je demande d'ouvrir la porte, de leur éduquer, ils laissent pas ouvrir la porte, alors je saute à travers la fenêtre et puis je vais défoncer la porte, peu importe, pour essayer vous éduquer les personnes qui prennent ces décisions parce que je pense que ça c'est un des seules personnes d'aller de l'avant parce que si vous nous écoutez pas nous-mêmes qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec les personnes qui vivent ces enjeux et si vous ne voulez pas nous écouter, il y a un problème. Mais il y a une manière d'aller de l'avant. Mais je pense qu'on a besoin de trouver un équilibre qui se rencontre sur le chemin parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas la confiance à ces agences gouvernementales, etc. Mais si les personnes me font confiance que je peux porter leur voix, porter leurs revendications et leur expérience, qu'est-ce que ça veut dire d'être moi dans cette société, de m'appuyer? Et je pense que ça, c'est comme ce qu'on a besoin de faire pour aller de l'avant. Et sans ces actions, on ne va pas être capable d'aller de l'avant. Par contre, j'ai l'espoir qu'on va être capable. Alors, le chemin vers l'avenir. J'essaie de regarder l'image plus macro et je pense que la solidarité, c'est tellement un élément clé. Nous avons parlé quelques reprises des silos et travailler en silo. Alors, cette partie de solidarité, de peut-être attendre la main vers les groupes qui ne sont pas nos alliés traditionnels. Alors, faire cette plus grande
parapluie, être capable d'interconnecter nos enjeux. Alors, c'est pas juste intersectionnalité, c'est pas juste les enjeux de drogue et les personnes qui consomment, c'est des enjeux de pauvreté, sécurité alimentaire, des enjeux de logement, décolonisation même, les oppressions raciales. C'est impliquer l'historique des oppressions, les personnes autochtones. Il y a tellement d'enjeux. euh, des, des- je pense que ça juste renforce les torts à travers la société. Alors, c'est de trouver les alliés et les zones communes qu'on peut se lever et augmenter ensemble. Et je pense que c'est de regarder les enjeux à travers une grande de droit de l'être humain de base, c'est de vivre avec la dignité, l'autonomie, avoir un certain niveau d'agence, avoir des options dans nos vies. Ça, c'est vraiment avec cette cadre de droit de la personne. Peut-être ça pourrait être un guide stratégique. Un des chemins vers l'avenir, c'est, je pense, à travers le système juridique. Je pense qu'on a besoin d'aller se présenter un cours pour lutter pour nos droits. Les gouvernements ont appris à travers les dernières années qu'il n'y a aucune conséquence politique si on laisse mourir les personnes qui consomment. Et cette réalité, c'est dur à faire face. Mais on a besoin de faire face et pas l'accepter, cette réalité. Et rejeter cette réalité. Pour les rejeter, si on les force à passer devant les cours et lutter pour ces vies et les droits des personnes pour leur vie. Comme on parle de comment il élargit les pouvoirs policiers, même si ce projet de loi aurait pu permettre, même si on pensait que quelqu'un aurait pu utiliser les drogues, il peut les arrêter. Mais il y a eu le monde qui et les personnes ont lutté contre ça. Il y a eu une injonction, mais le gouvernement colombie-britannique a refait un autre projet de loi pour faire des amendements aux législations qui faisaient une exemption pour la décriminalisation. Alors, ils ont récriminalisé les drogues, mais ils ont vraiment réintroduit des autres genre d'enjeu légal. Et maintenant, ils ont créé une affaire que c'est illégal de consommer. Ça, c'était jamais dans le code juridique, c'était illégal. Comme, alors, le gouvernement euh, de Colombie-Britannique, le juge a même dit que le travail, ce qu'ils vont faire, ça va causer la mort pour tellement de personnes et ça va créer euh, tellement terrible à faire, mais ils sont allés de l'avant. Alors, il y a une révision et il y a une coalition des groupes pour épargner les personnes qui consomment. Et on va continuer à lutter dans le système juridique, dans le cours, parce qu'on a la Charte de nos droits et libertés. Alors, on essaie de mettre en valeur l'humanité et la vie des personnes qui consomment, c'est si on peut les poursuivre en cours, c'est les lois réelles on lutte pour protéger. Alors, je pense que ça, c'est un élément important. Et quand on parle de solidarité, je pense que international, de construire un peu des coalitions internationales. Si nous regardons qu'est-ce qui se passe en Amérique centrale, et Sud, tout le monde regarde sur la régularisation, sur les politiques de réduction de méfaits pour les droits humains. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Et on voit la direction opposée en Amérique du Nord. Alors, on devrait regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs et être capable de co-construire là-dessus. Merci. Bon, ça, c'était vraiment, franchement intéressant. Je suis tout à fait d'accord que il faut utiliser cette lentille des droits humains, de la manière que nous agissons envers les autres. Puis, je pense qu'il va vraiment falloir que nous poussons les gouvernements à les garder redevables aux droits humains, puis les traiter d'individus différents que les autres. Et aussi baser ce que Aretha a dit.
j'ai développé un plan, ce qu'on peut faire pour que tout soit parfait. J'ai un rapport de 2 pages. Mais je vois la réalité qu'Aretha a mentionné, les gouvernements changent. Est-ce qu'on peut aligner les agences? Est-ce que nous avons même le temps pour rassembler? Il faut faire le temps, mais combien de temps? J'ai entendu des personnes qui ont venu cogner à ma porte pendant que je faisais cet appel, puis je leur ai dit que je ne suis pas disponible. Mais c'est beau que les personnes veulent venir parler avec vous, que monde se sent à l'aise et ils se sentent en confiance avec vous, de se faire vulnérable. Mais le temps, c'est quelque chose de très difficile pour les personnes sur les lignes de front. L'épuisement, c'est réel. Il faut aussi avoir la liberté de parler sans représailles pour les personnes qui ont des expériences vécues pour se présenter avec intégrité. De- savoir qu'est-ce qui fonctionnerait, ce que les clients disent, mais d'avoir peur de le répéter parce qu'ils ont peur pour leurs emplois, c'est une réalité pour beaucoup de personnes avec des expériences vécues. J'essaie d'aller très vite. Il y a des éléments ici, c'est spécifique à Nouveau-Brunswick. Il y a des choses qui existent peut-être à d'autres lieux, mais des choses qui pourraient être adaptées ou mieux faire les choses. Il faut développer une groupe d'action interprovincial pour avoir du soutien des ministères de santé, les ONG, les experts en réduction de méfaits, puis essayer de voir où que tout euh, existe, il tombe. On essaie de ça existe, on essaie de rencontrer, pas assez. Je pense qu'il y a besoin de changements structurels à faire. Il faut avoir une standardisation pour les normes vis-à-vis de la réduction des méfaits à travers le pays. Puis peut-être c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler pour s'assurer que nous pourrons au moins partager les mêmes idéaux. Parce que nous n'avons pas le temps, puis il faut qu'on soit sur la même mission, puis travailler ensemble pour tout le monde. De partager des ressources entre les provinces. Vous savez, quelque chose qui a bien fonctionné à Alberta pour réussir à maintenir un point de service, bien, partager avec les autres provinces, nous pouvons l'essayer. Partager les expériences, mais bien sûr des enjeux de confidentialité, mais peut-être des systèmes de référencement hors province. Peut-être si quelqu'un cherche du soutien puis il déménage, on pourrait les donner accès et donner une référence pour quelqu'un il y a beaucoup de défis présentement dans leur vie. Dans l'aspect de l'accès ruraux, j'essaie de mettre en place euh, euh, une équipe mobile ambulante avec moi-même, quelques autres personnes. J'ai déjà été invité à visiter des maisons où beaucoup de personnes ne seraient pas le bienvenu. Je parlais avec des personnes qui vendent la drogue pour changer le mélange qu'ils offraient pour que ce soit plus sécuritaire, pour avoir le naloxone, parce que je commençais après 5 visites de me faire inviter. Donc, si on pourrait augmenter ce processus avec un docteur pour faire de la prescription, peut-être donner des prescriptions pour méthadone pour aider les personnes à traverser la journée si ça serait possible. Quand on peut les rencontrer, les humaniser, ils vont avoir accès à des soins, puis après ça, ils peuvent avoir accès à d'autres services pour des blessures, par exemple. Une expansion du télésanté, des équipes de contacts ruraux. Rien contre certains organismes, mais je pense que si vous allez faire des soutiens dans un lieu, d'avoir des personnes locaux qui aident à guider, donc de ne pas offrir des services il y a personne qui en ont besoin ou à des mauvaises parties du région. Moi, je pense qu'il faut aussi donner plus d'agentivité aux infirmières praticiennes et de s'assurer qu'on ne manque pas des groupes vulnérables, d'adapter les services de manière culturelle, mais pas que ça soit un slogan ou juste pour les apparences, de revisiter constamment les communautés avec lesquelles vous voulez travailler pour écouter, pour bâtir les relations, pour retourner. Et pas juste le faire en tant que chercheur, de sortir de l'information puis partir, mais de revenir à la communauté, d'écouter puis d'offrir quelque chose, de faire plus de contacts avec personnes avec des ordres concurrents, de des programmes qui sont ciblés au genre, de rentrer plus dans les écoles, pas un programme lié à l'abstinence, mais avec des personnes avec des expériences vécues qui écoutent, qui offrent quelque chose de différent. Je ne suis pas entièrement contre DARE, mais
Il y a d'autres questions à dire là-dessus, mais de répondre à l'instabilité dans le logement, c'est super important, mais de répondre à cette réalité d'une façon qui est aussi bâtie avec des personnes qui ont une expérience vécue, qui sait qu'il y a beaucoup de tensions quand on rentre dans un logement. Il y a culpabilité d'être dans la maison, tu veux aider tes amis quand c'est tout silencieux, comme quoi faire avec nous-mêmes. Il faut besoin de beaucoup plus de soutien en lien avec le logement, du soutien holistique, des communautés qui sont vraiment des modèles qui sont basés dans les communautés et pour les groupes qui travaillent ensemble, de travailler sur le développement collaboratif de politique, de parler de la stigmatisation, de parler de la durabilité, puis de la capacité de continuer ce travail à la pérennité, puis de faire un travail dans un cadre humaniste pour essayer de créer une collaboration pan-canadienne parce que nous luttons contre beaucoup de différents groupes dans le même temps. Nous luttons contre les mésinformations, la stigmatisation. On a besoin d'avoir un message collaboratif, holistique, travailler ensemble constamment. Quand on m'amène au gouvernement provincial ou fédéral pour des discussions sur l'équité, mais moi, je les mets en défi immédiatement. Tu sais, vous parlez de l'équité, puis on m'invite ici une fois par année, puis je suis ramené l'année d'après pour parler de qu'est-ce qui a changé. Comment est-ce que c'est équitable si je suis la seule personne autour de la table une fois par année? Nous parlons des provinces atlantiques comme une région, un bloc. Puis c'est même pas une approche qui est équitable. On ne le met pas en œuvre pour être équitable dès le début. Il y a différentes régions, différents besoins, différentes structures de pouvoir. Il n'y a pas assez de personnes avec ces différents vécus dans la salle. Moi, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire, mais j'ai pas de choix sur les changements qui sont faits. Donc, je pense que si on va avoir une réelle équité, il faut mettre en évidence les réelles compétences des personnes. Merci, Steve. Euh, Delaney Ariza. Jaillie est la facilitatrice des fois parce que je suis un peu le trou de cul qui a besoin de couper le temps pendant que les personnes sont vraiment brillantes et vulnérables. Je suis désolé. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui reste. J'aimerais prendre au moins une question dans les questions et réponses. Je vais aussi offrir une chance pour Shane de parler. Et si jamais, ben, je pense qu'on va peut-être essayer de prendre une copie de toutes les questions puis d'envoyer un courriel aux personnes qui sont présentes pour pouvoir voir les réponses aux questions. Shane, est-ce que tu voulais prendre parole avant qu'on passe aux questions? Non, pas nécessairement. J'ai tendance à parler quand même beaucoup. Ça a toujours été le cas. Je sais que nous avons beaucoup de questions dans les questions et réponses sur lesquelles on peut répondre, puis il va y avoir d'autres chances pour vous de m'écouter. Donc, vous aurez la chance d'écouter Shane à un autre moment dans le futur. Je vais poser les questions qui ont reçu le plus de votes. Je ne suis pas contre l'idée de continuer de mettre de la pression sur nos gouvernements avec les données probantes liées aux réductions de méfaits, mais ça me clair que les données ne sont pas ce qui pousse présentement les décisions. Il y a énormément de données qui soutiennent la réduction des effets, mais nous sommes encore en train de le désimplémenter. Et ça m'amène à penser à comment d'autres nous pouvons plaidoyer. Peut-être qu'il faudrait mettre l'emphase plutôt sur le public, vu que c'est les personnes qui votent pour le gouvernement et qui eux-mêmes mettent de l'avant ces politiques stigmatisantes. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? Et donc, ça serait la conclusion de notre panel. Je demanderais à n'importe qui a envie de lancer la discussion. Vous pouvez ouvrir votre micro puis commencer. Je ne sais pas si je n'ai pas de réponse facile, mais je suis d'accord. Tu sais, il y a quelqu'un qui ça peut être les deux. Oui, absolument. Mais les politiciens et les politiciennes, ben, ils sont seulement intéressés par la personne qui les vote. Donc, il y a beaucoup de pouvoir qui peut sortir de discussion avec les électeurs. Donc l'économie va mal, on voit beaucoup de discours populistes qu'on ressort les politiques du peur de mettre la responsabilité sur les autres. On n'a pas besoin de les convaincre que c'est des mauvaises personnes, mais juste qu'ils veulent vous prendre quelque chose qui coûte trop. Nous avons, c'est vraiment délaissé la prévention. Je pense qu'il faut parler de la prévention des droits humains et de mettre en avant que ce n'est pas juste des personnes qui utilisent les drogues illégales. Qui vous cause des problèmes, mais c'est la situation, la réalité, qu'on regarde au bord dans vos quartiers, puis c'est pas pour c'est parler contre l'alcool, mais qu'on voit les impacts, l'alcool et le tabac sont énormes.
Et donc, je pense qu'il faut approcher les communautés avec un message clair au sujet de comment que ça fonctionne, ce qu'on a fait. Et je crois que Aretha avait mentionné l'importance d'amener des personnes autour de la table et j'ai changé beaucoup de mes biais puis mon relation émotionnelle à travers la thérapie, mais je vais pas être d'accord avec quelque chose qui est nuisible, mais j'ai la chance maintenant de m'asseoir avec quelqu'un qui dit des choses, puis après d'utiliser leurs propres mots pour les mettre en question et de les pousser. Tu sais, il y a une site pour la consommation sécuritaire, supervisée. C'est d'avoir accès à des choses sécuritaires, c'est clair. Mais moi, j'ai pas les mêmes options que vous. J'ai pas euh, c'est quelqu'un, un serveur au bar qui m'a assuré que j'ai la bonne chose, que j'en consomme pas trop, que je vais pouvoir rentrer chez moi en sécurité. Donc, on voit qu'il y a des services qui sont disponibles à certains groupes et pas à d'autres. Et donc, c'est une réponse qui est responsable. Il faut aider des personnes de manière humaniste et d'avoir ces discussions, ça va être très aidant de créer des liens entre les personnes avec des expériences vécues, avec des individus qui travaillent en santé publique. Ça peut être très euh, utile. Donc, j'ai fait ça avec Santé publique, puis j'allais tu sais, le site du Légion au Légion. Si on a parlé de différentes personnes, des individus qui vivaient en situation d'itinérance, des personnes de la communauté qui avaient peur, puis j'ai eu la chance de faire tu sais, d'escalation, de parler de la manque de ressources, puis les réponses qui en résultent. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question, mais c'est ça que les idées que j'avais. Merci, Steve. On aurait peut-être le temps pour une autre réponse rapide. Aretha ou Dylan? Je suis entièrement d'accord que les faits ne semblent pas être importants. Nous avons beaucoup de données qui sont ignorées et je pense de retourner à ce que j'avais dit pour la solidarité, d'amener les personnes à soutenir nos causes, de trouver des connexions avec d'autres causes, d'autres mouvements, que en bâtissant ces réseaux, ça crée des réverbérations dans d'autres réseaux, puis ça partage et répond le message. Je pense que c'est très important. Le message qu'il faut mettre de l'avant est tellement difficile. Nous sommes tellement un manque de ressources pour nos communications. On n'a pas l'argent pour. Tu sais, ça serait fantastique d'avoir de l'aide d'un publiciste pour nous aider à faire notre message pour nos communications, des professionnels qui pourraient bâtir une campagne et les slogans, mais nous n'avons pas les ressources pour ça. Et il y en a trop entre nous qui sont vraiment surchargés avec le travail que nous faites sur le front et envers la politique. Donc, c'est ça que je dirais. Merci. Merci tout le monde. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. C'était notre première webinaire depuis longtemps. Donc, j'apprécie beaucoup votre présence et votre écoute et nous allons vous voir l'année prochaine. Prenez soin de vous.